Bonjour tout le monde. Je suis content d'avoir une belle salle remplie, puis je vais essayer de vous transmettre en 10 minutes qu'est-ce que c'est vraiment les containers, pourquoi tout le monde en parle, puis à quoi ça sert. Oui. Donc la grande question, on va commencer par la fin. Pourquoi les gens utilisent des containers? C'est parce que ça permet d'avoir une seule machine, donc payer une seule machine chez DigitalOcean Rackspace. Vous allez héberger 20 sites de 20 clients sans qu'ils aient d'influence les uns sur les autres. S'il y en a un qui est down, s'il y en a un qui a une faille de sécurité, ça ne va pas impacter l'autre. Ça vous permet aussi sur cette même instance qui vous coûte $10 par mois de rouler 100 containers si vous voulez. Alors vous n'imagineriez pas rouler 100 machines virtuelles. Je vous ai mis un petit graphique d'un des contributeurs de Docker, qui est la technologie de container dont je vais parler. Il compare créer un serveur complet pour un nouveau site, ou créer une machine virtuelle, ou créer un container. Puis on voit que la différence, c'est que ça va prendre des heures et des heures à préparer un nouveau serveur de zéro, versus ça va prendre des minutes et des secondes pour démarrer un container si vous avez déjà l'infrastructure en place. Mais le but principal, c'est ça. Ça a été inventé par des fournisseurs de hosting, de websites, et ils ont besoin pour des centaines et des milliers de clients d'héberger des dizaines de milliers de sites sans forcément devoir mettre sur place des dizaines de milliers de serveurs. Tout de suite, regardez, qu'est-ce que c'est vraiment un container? Il y a ce petit schéma-là qui l'explique. Un container, c'est rien d'autre qu'un processus qui a une vision limitée de ce qu'il peut voir sur le système, une vision limitée de ce qu'il peut faire, et qui a son propre système de fichiers. Un processus, c'est-à-dire c'est un programme qui roule. Si vous développez avec Django, vous faites Python run server, ça démarre un serveur Django qui accède des requêtes localement. Si vous déployez avec UWSGI Nginx, Nginx est un processus qui accède des requêtes web, il les transmet à UWSGI qui, lui, utilise le code Django pour traiter ces requêtes. Ça, c'est deux processus. La base de données, c'est un troisième processus. Votre serveur de cache va être un quatrième processus. J'ai fait ce petit... quand vous roulez Python, c'est un programme, c'est un fichier sur votre disque. Donc, quand vous exécutez le programme, ça crée un processus. C'est comme quelque chose qui existe en mémoire et qui prend du temps à s'exécuter. Python va charger un fichier qui va être, mettons, le module SSL du Python 3.6, qui lui-même va charger un module compilé qui va utiliser une librairie du système. Sur ma machine, si j'ai 4 programmes différents qui utilisent Python 3.6, les 4 vont avoir le même module SSL, le même module SSL, la même lib SSL. Mais imaginons que j'ai besoin de versions différentes, puis c'est pas possible d'installer Python 3.4 sur ma machine actuelle parce que ça met à jour, puis je peux seulement avoir 3.5 ou 3.6. Je serais bloqué. Aussi, si je fais des commandes comme apt install, ça va impacter tout. Fait que je peux avoir un autre projet qui va réagir différemment parce que telle version de telle chose est installée. Autre exemple, là on parle encore du mode normal, n'importe quel programme sur ma machine peut ouvrir ma clé SSH et l'envoyer quelque part. Avec un container, on revient à la slide d'avant, c'est la métaphore de la boîte qui sert à transporter des marchandises sur les bateaux. Chacun a son propre système de fichiers. Ce qui est user bin Python, il pourrait être différent d'un container à l'autre. Puis si je mets à jour ce container-là parce que j'ai le temps de vérifier qu'après mise à jour ça marche bien, ça ne me force pas à changer le Python de mon autre container qui a son propre système de fichiers. Ensuite, il y a un tas de contrôles de namespace. On peut avoir 2 containers côte à côte qui pensent qu'ils écoutent sur le port 80, c'est le serveur web. En réalité, c'est le port 80 dans le container. Cette image est bien, elle explique pourquoi ça s'appelle un container. L'idée, c'est que si je fais une application en Java, je fais une application avec Pyramid ou une autre avec Django, ou même la base de données, c'est 4 façons différentes d'installer le programme, de le démarrer. Ils ont besoin d'options différentes. Les containers ont été inventés pour qu'il y ait une interface commune, peu importe comment le programme s'installe à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a besoin à l'intérieur du container, telle version de Python, telle version de SSL, telle version de certificat, ainsi de suite. Une fois que le container est prêt, l'engin Docker sait le démarrer, demander son statut, voir ses logs, lui donner un port et ainsi de suite. Le but était d'optimiser, d'automatiser les processus de déploiement.
Là, on pourrait dire, OK, mais ça veut dire que d'avoir 2 machines virtuelles qui permettent d'isoler mes 2 programmes, mais qui sont lourdes à lancer, je peux avoir des containers et ce sera parfait, chacun sera isolé. Oui et non. Sur la machine qui roule le programme Docker, qui exécute ces containers, on peut très bien dire, je vais démarrer un nouveau container qui va avoir accès au namespace de l'autre, parce que je veux inspecter les processus qui roulent. Ou on peut dire, je veux partager le système de fichiers de ce container-là. Je veux partager la connexion réseau de ce pont-là. C'est utile, parce que ça me permet que si j'ai déjà un container qui existe, dans ce container, mettons, j'ai aucun outil d'archivage, j'ai aucun outil de débugage. C'est mon serveur qui répond à mes requêtes en production. Je l'ai fait aussi petit que possible. J'ai aucun outil de développement. Mais je peux très bien, pour débugger un problème, demander à l'engin Docker, démarre-moi un autre container qui a d'autres outils, qui va se connecter au même système de fichiers que lui, ou à la même base de données, ou au même réseau. Puis là-dedans, je peux rouler les outils comme strace qui ont besoin du process ID, ou des outils d'archivage, ou n'importe quoi. Fait que par design, ce n'est pas 100% isolé. Vous pouvez voir ça comme l'isolation coopérative. Si ce n'est pas des processus malicieux, ça fonctionne bien. Mais ça vaut quand même le coup de se faire un serveur de staging ou de dev, puis un autre de production. Mais vous pouvez faire des instances beaucoup plus petites parce que ça prend peu de ressources de démarrer une dizaine de containers. Fait qu'il ne faut pas voir ça comme une critique, c'est des besoins différents. On reviendra sur les VM après. Donc un container, pour terminer cette section-là, c'est un processus qui est relativement isolé grâce au noyau Linux qui fournit des primitives et grâce au programme Docker qui fournit une interface utilisateur assez pratique. On parle tout le temps des images. Les images, à mon sens, c'est encore plus important que les containers. Une image, c'est la définition de qu'est-ce qui doit se retrouver dans un container. Je vous ai dit avec ce graphique-là qu'un container, c'est une façon unifiée d'installer des choses, démarrer un programme et puis ensuite de l'inspecter. Mais justement pour dire, dans ce container, je veux une base qui est Ubuntu, ensuite je veux PostgreSQL, ensuite je veux prendre le port 5432 et je veux que mes fichiers soient sauvegardés sur un autre espace permanent. Quand mon container s'éteint, peu importe, j'en démarre un nouveau connecté au même stockage. Puis peut-être que le nouveau il a été mis à jour pour éviter les failles de sécurité. Fait qu'on a besoin d'une image, un peu comme une classe Python. Ça définit, pour construire ce container de mon app, installe Python, installe Django, copie mon code de GitHub et démarre-le sur le port 80. Fait que, les images, c'est la définition de ce que devrait être le container, comment on le crée, comment on le démarre. Et finalement, c'est les images qui sont les plus intéressantes là-dedans. Je vais sauter à la slide 6, ça fait plus de sens. Quelque part, ça vous force à faire une petite pipeline d'automatisation, de dire à partir de mon dépôt de code, je vais avoir peut-être Jenkins hosté sur votre propre infrastructure pour garder le contrôle, peut-être des services gratuits ou avec différents niveaux de paiement comme CircleCite, Travis CI. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je merge du code dans ma branche master, je veux que ces services me construisent une image, et qu'ils vont installer Python, vos dépendances et votre code d'application. Et puis cette image, elle sera prête. L'image, c'est un système de fichiers, ça ne tourne pas, c'est juste la définition du futur container. Et puis vous la stockez dans le registre Docker, qui est un peu comme le registre PyPI. Mais au lieu de stocker des packages Python, vous stockez des images Docker. Puis ensuite, ça prend un autre système pour dire on a mergé un tas de code dans la branche master. Je vais prendre cette image, la mettre sur le serveur de staging et démarrer un container à partir de cette définition. Puis ça, vous l'avez peut-être déjà. Ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément besoin de changer à 100%. Si vous avez déjà un processus automatisé pour tester vos programmes et ensuite pousser une ES10 dans PyPI, vous adaptez votre système existant, vos comptes existants, pour à la place pousser une image. J'avais une parenthèse ici que je vous laisserai regarder par vous-même. Il y a une grande différence entre la VM et le container. Ça, c'est l'explication technique, pourquoi c'est beaucoup plus rapide et léger de démarrer des containers que des VM. Mais aussi socialement, une VM, c'est un OS complet. C'est un ordinateur qui roule un programme, VirtualBox par exemple, ou Vagrant, qui roule une machine virtuelle. Fait qu'on prétend que c'est un autre OS à 100%. Ça prend beaucoup de ressources à exécuter. Et puis, c'est des formats opaques. Les différents formats de containers et d'images sont plus ouverts. Je pourrais vous en dire plus en privé ensuite. On revient à ça. Je vous ai dit que là, dans votre pipeline de déploiement, vous créez des images
Maintenant, il faut les orchestrer. Il faut dire sur mon serveur, je prépare un espace pour mettre les données à la base de données. Ensuite, je démarre la base de données. Quand la base de données est prête, je démarre mon serveur web, ainsi de suite. Fait qu'il y a un tas de solutions qui existent, certaines fournies par Docker et d'autres par différents acteurs, qui au passage permettent de voir qu'il y a un tas de formats qui existent, fait qu'il n'y a pas de lock-in avec une seule chose. C'est des formats facilement inspectables et beaucoup de compagnies ont du tooling par-dessus. Ça, c'est du bonus. Je voulais juste vous dire pour terminer, comme mon temps run out, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre tout de suite. Vous pouvez changer une chose à la fois. Si vous faites des déploiements manuels sur vos serveurs, continuez à le faire, sauf qu'au lieu de faire restart USGI, vous pouvez restarter le container de USGI. Et petit à petit, vous aurez les bénéfices d'avoir une architecture basée sur les containers qui vous permet beaucoup de contrôle sur vos serveurs et de l'isolation qui vous fait payer des serveurs moins chers. Merci.